Bonsoir, merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. La visite surprise de l'émissaire saoudien, le prince Yazid Ben Farhan à Beyrouth, intervient alors que le Liban s'apprête à répondre aux documents américains appelant à une remise des armes du Hezbollah à l'État. La visite du prince Yazid Ben Farhan précède de quelques jours celle de l'émissaire américain Tom Barrack. Selon une source diplomatique, cette visite est un signal. Riyad veut éviter que le Liban ne perde une opportunité de sortir de l'impasse. Il s'agit de recadrer la réponse officielle du Liban face aux exigences internationales et au refus du Hezbollah de remettre ses armes sans garantie majeure. Sur le plan sécuritaire, une personne a été tuée et 4 autres blessées lors de l'attaque d'un drone israélien qui a ciblé une voiture sur l'autoroute de Beyrouth-Khaldé. Des médias israéliens ont affirmé que l'armée de l'air israélienne a pris pour cible un membre de la force Al-Quds, une unité d'élite du corps des gardiens de la révolution islamique sur l'autoroute de Khaldé qui, selon ces médias, faisait de la contrebande d'armes. L'armée israélienne a également fait exploser une maison à la périphérie de Kfar Kela. Un groupe de soldats israéliens a infiltré à l'aube la maison de Abbas Bdaïr, située à la périphérie de la ville de Kfar Kela, l'a piégée et fait exploser, la détruisant. La défense civile de Gaza affirme que des frappes israéliennes ont fait au moins 25 morts, dont plusieurs enfants et femmes réfugiés dans une école, alors que la guerre entre Israël et le Hamas entre dans son 22e mois. Les civils paient un prix toujours plus lourd. L'armée israélienne dit enquêter, mais les images sur place témoignent d'un drame humain déchirant. À Gaza, l'escalade continue. La défense civile locale fait état d'au moins 25 morts dans plusieurs frappes israéliennes, dont 15 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, tuées alors qu'elles s'abritaient dans une école. Mohamed Al-Bourahir, un responsable de la défense civile, affirme qu'une frappe a touché l'école Mustafa Hafez à Al-Rimal. Des familles entières étaient réfugiées là, fuyant les combats. Il y a eu 15 tués et de nombreux blessés. La guerre, déclenchée par l'attaque du Hamas sur Israël en octobre 2023, dure depuis bientôt 22 mois. Elle a déplacé la quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants de Gaza. Les écoles, devenues refuges, sont désormais à leur tour frappées. Dans le centre du territoire, 6 personnes auraient été tuées près d'un site d'aide humanitaire. Les survivants racontent une scène de chaos. Un témoin raconte « On est venu chercher un sac de farine, puis on a entendu une explosion. Des gens sont tombés autour de moi. » Et au sud, à Al-Mawassi, 3 personnes réfugiées sous des tentes auraient également été tuées par une frappe. L'armée israélienne a indiqué qu'elle examine les incidents et a affirmé viser des infrastructures du Hamas. À Gaza, les civils restent pris au piège dans un quotidien rythmé par les sirènes, les explosions et l'attente d'une aide qui n'arrive parfois jamais. L'Éthiopie a annoncé l'achèvement du méga-barrage sur le Nil. Son inauguration officielle est prévue en septembre. Cet immense ouvrage hydroélectrique de 4 milliards de dollars suscite depuis des années la controverse avec l'Égypte et le Soudan, inquiets pour leurs ressources en eau. Le Premier ministre éthiopien a appelé ses voisins à voir dans ce barrage une opportunité commune. Un projet colossal, symbole de puissance mais aussi de tension régionale. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a officiellement annoncé l'achèvement du grand barrage de la Renaissance. Il a affirmé « Le chantier est désormais terminé. Le barrage de la Renaissance ne représente pas une menace, mais une opportunité commune. » Le barrage, lancé en 2011, s'élève à 140 mètres de hauteur et s'étire sur près de 2 km. À terme, il permettra de produire 5000 MW d'électricité, doublant la capacité énergétique du pays. Pour Addis Ababa, c'est une révolution énergétique. Pour le Caire et Khartoum, c'est une menace hydrique.
Un expert exprime que l'Égypte dépend à 79% du Nil pour son eau douce. Toute variation du débit pourrait avoir des conséquences majeures. Depuis le début, le Caire et Khartoum dénoncent un projet mené sans véritable accord tripartite. Les négociations menées par l'Union africaine et les Nations unies n'ont jusqu'ici pas permis d'aboutir à un consensus. Pour sa part, le Premier ministre éthiopien a invité les peuples d'Égypte, du Soudan et de tout le bassin du Nil à célébrer cette étape historique avec l'Éthiopie. L'inauguration est prévue dans 2 mois, un moment que le gouvernement souhaite transformer en fête continentale malgré les tensions persistantes. Barrages, diplomatie et partage de l'eau. Le Nil, artère vitale de l'Afrique de l'Est, continue de faire couler autant d'encre que d'eau. Un 6e cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran devrait avoir lieu à Oslo la semaine prochaine. Tel Aviv en a été informé. Ces négociations reprennent alors que les affirmations américaines concernant le programme nucléaire de Téhéran commencent à se résorber. Selon le Pentagone, les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens auraient retardé le programme de Téhéran de 2 ans, contrairement aux proclamations des discours officiels de Washington. Téhéran, de son côté, maintient le silence sur l'état de ses installations, refusant tout accès à l'AIEA. C'est une affirmation lourde de conséquences. Selon le Pentagone, les frappes américaines menées fin juin sur les sites nucléaires iraniens ont permis de ralentir considérablement le programme atomique de Téhéran. Nous pensons avoir retardé leur programme d'1 à 2 ans au moins, a déclaré Sid Parnell, porte-parole du ministère de la Défense. Une déclaration plus prudente que celle du président Donald Trump qui parle d'un recul de plusieurs décennies. Soutien assumé à Israël, l'intervention américaine visait les capacités d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Mais un rapport confidentiel révélé par la presse américaine remet en question ces affirmations. Le programme aurait été affecté, mais seulement pour quelques mois. Du côté iranien, l'opacité demeure. Téhéran a rejeté la demande de l'AIEA de visiter les sites bombardés. Son directeur, Raphaël Grossi, alerte. L'Iran garde les capacités techniques pour relancer son programme dans les mois à venir. Alors que la guerre entre Israël et l'Iran a officiellement cessé, le bras de fer sur le nucléaire se poursuit, désormais à coup d'expertise technique, de diplomatie et de menaces à peine voilées. La canicule sévit toujours en France. Alors que le thermomètre dépasse les 35 degrés Celsius à l'ombre, dans la région de Lyon, les grottes de la Balme, avec leurs 12 à 15 degrés Celsius constants, attirent les foules en quête de fraîcheur. Entre balades souterraines et émerveillement géologique, ce site touristique connaît un pic d'affluence, offrant une alternative bienvenue aux piscines bondées et aux maisons étouffantes. Alors que la canicule frappe la vallée du Rhône, un courant d'air salvateur attire les visiteurs vers les entrailles de la montagne. Direction l'Isère, aux grottes de la Balme, où l'air oscille entre 12 et 15 degrés toute l'année. Ce site naturel, creusé depuis des millions d'années, devient un havre de chaleur. Pas de climatisation artificielle ici, c'est la roche qui régule tout. Les visiteurs sont bien contents de trouver un petit peu de fraîcheur. Alors on dit qu'il ferait entre 12 et 15 degrés dans les grottes. Donc voilà, on a un bon écart de température en ce moment avec plus de 30-35 dehors. Donc c'est effectivement un endroit où vous pouvez trouver la fraîcheur. Près de 70 000 visiteurs s'y pressent chaque année, surtout en juillet et août. Avec la vague de chaleur actuelle, la fréquentation a grimpé en flèche. C'est aussi une solution pour les familles sans climatisation à la maison. Voilà, il fait 40 degrés à l'ombre, c'est compliqué, on n'a pas vraiment d'endroit pour aller se baigner, se rafraîchir, pas de climatisation à la maison. Donc les magasins, on préfère éviter et profiter plutôt des activités un peu ludiques comme celle-ci. Ça fait plusieurs jours là qu'on est enfermé à la maison, l'après-midi on a 39, les enfants ils vont pas à l'école parce que c'est fermé. Voilà, donc on cherchait des sorties un peu au frais pour passer l'après-midi. Mais même sous terre, la fraîcheur ne fait pas tout. Pas de panique, elles sortiront au printemps. Dans un été étouffant, la Balme, les grottes offrent une parenthèse bienvenue, une escapade souterraine pour mieux respirer.
À Serra Pelada, au Brésil, le rêve de l'or n'est jamais tout à fait mort. Plus de 30 ans après la fermeture de la mythique mine rendue célèbre par les clichés de Sebastião Salgado, d'anciens orpailleurs y creusent encore, portés par la nostalgie et l'espoir. Alors que les autorités tentent de tourner la page, certains refusent d'abandonner ce qui fut un jour leur Eldorado. Serra Pelada, nord du Brésil, un nom gravé dans l'histoire de la rue et vers l'or. Une image immortalisée par le photographe Sebastião Salgado, celle d'un cratère peuplé de milliers d'hommes couverts de boue, animés par un même rêve. Aujourd'hui, le tumulte a cédé place au silence. Un lac recouvre la mine, mais pour certains, la fièvre de l'or ne s'est jamais vraiment éteinte. À 77 ans, Chico Osorio continue d'y croire. Ancien millionnaire de l'or, aujourd'hui en été, il creuse toujours à quelques mètres de l'eau dans l'illégalité. Quelques grammes par semaine, tout juste de quoi survivre. Mais pour lui, l'espoir brille encore. Il se souvient. J'ai acheté des avions, des voitures, et aujourd'hui je recommence petit à petit. Comme lui, ils sont nombreux à être restés. À Serra Pelada, 6000 habitants vivent encore entre souvenirs et désillusions. Certains se rappellent ces années de labeur avec tendresse. Lucido Ferreira a affirmé « Même sans trouver d'or, on était heureux, on vivait un rêve. Une époque de souffrance joyeuse, disent-ils, où l'on risquait sa vie sur des échelles de fortune. Mais la nouvelle génération regarde vers l'avenir. Gabriel, 19 ans, a fondé une société de production pour raconter à sa manière l'histoire de Serra Pelada. Il souligne que les jeunes veulent étudier, créer. Nous, on ne veut pas revivre ce passé. Le Brésil tente de tourner la page de l'orpaillage sauvage. Le gouvernement Lula a intensifié la lutte contre l'extraction illégale, réduisant la déforestation dans les zones indigènes. Serra Pelada reste un symbole, celui d'un rêve enfui dans la terre rouge du Pará. Entre légende et réalité, passé et avenir, or et poussière. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci et bonsoir.